Donc, on est présentement avec Bertrand Giguère, entrepreneur, enseignant, chef cuisinier à Ma Brasserie et ami de longue date. Salut Bertrand, comment ça va? Bonjour, ça va bien, merci. Excellent. Aujourd'hui, on va parler d'autonomie alimentaire ou agroalimentaire. Est-ce que c'est le bon terme? Ben, je pense que le terme qui est le plus utilisé, c'est autonomie alimentaire. On parle de ça aujourd'hui parce que c'est un sujet qui tient à cœur, puis avec bonne raison. Oui, effectivement, ça me tient à cœur à plusieurs niveaux, particulièrement depuis que j'ai des enfants, parce que je pense que l'avenir, ça fait partie quand même de la solution, là, au niveau environnemental particulièrement. Qu'est-ce que ça veut dire exactement quand on parle d'autonomie alimentaire? Bon, l'autonomie alimentaire a plusieurs définitions, des définitions qui sont peut-être plus précises quand on parle à des agronomes, mais en gros, c'est se doter de moyens de pouvoir produire la nourriture qu'on consomme nous-mêmes au Québec, le plus possible. Le plus possible. Donc, est-ce que c'est atteignable à 100% ou il faut faire certaines concessions ici? Ben, je pense que 100%, on se mentirait de se dire que c'est atteignable dans le sens où les enfants continuent de manger du chocolat, puis on va continuer d'acheter des Chianti, puis mais tu sais, ça veut pas dire non plus de se contraindre, puis faut pas percevoir ça comme quelque chose qui va nous priver de choses qu'on aime, parce que avant tout, manger, c'est un besoin, là, et avant tout, c'est un besoin, mais c'est un plaisir aussi, là. Donc, non, c'est pas de l'atteindre à 100%, là, de fermer les frontières aux importations, là, pas du tout. C'est une question de réduire un peu la pollution qui est liée à ce secteur-là. Oui, c'est ça. C'est de réduire l'empreinte écologique des aliments, en fait, la quantité d'aliments qu'on consomme au quotidien dans nos assiettes. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on achète qu'on achète d'ailleurs alors que ça pousse ici très bien. Donc, c'est ça, qui sont élevées ici. Donc, c'est des choses qui font pas tout à fait de sens, mais qui sont pas non plus possible pour un paquet de facteurs et un paquet de raisons. Donc, c'est pas nécessairement la responsabilité des producteurs et des éleveurs. Et c'est, comme tu dis, augmenter au quotidien la majorité des aliments qui proviennent du territoire. Est-ce qu'on a une idée à peu près de c'est quoi la quantité d'aliments qui proviennent de notre territoire? Ben, c'est pas assez, en fait. Puis, c'est la réponse un peu plate et facile, là. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à chiffrer ça, là. Probablement que l'Institut des statistiques est capable de le faire. Mais moi, je pense que si jamais, sur une moyenne annuelle, si jamais on atteignait un 50%, ce serait, à mon avis, ce serait déjà un super beau pas vers cette direction-là, parce que je pense qu'on est quand même encore loin de ça, là. Je pose la question comme ça, un peu à froid, mais quand on parle aussi d'autonomie alimentaire, on parle aussi d'être capable de survivre quand il y a un bris de service, parce que la pandémie nous a montré aussi que la chaîne j'ai pas le mot, d'acheminement est comme assez fragile. D'approvisionnement, oui. Oui, c'est ça. Oui, effectivement, il peut avoir un intérêt à ce niveau-là aussi, ouais, tout à fait. Mais qu'est-ce que ça veut dire produire la majorité de nos aliments sur le territoire? Parce que le Québec est dans une position particulière ici. Là. On a quand même des bonnes terres agricoles, mais aussi beaucoup de temps qu'on peut pas comme produire d'aliments à cause des saisons. Ouais, ben ça justement avec il y a une espèce de renouveau qui se passe en agriculture depuis plusieurs années maintenant, là. Puis on commence vraiment à s'installer des nouveaux concepts d'agriculture de serre particulièrement qui nous permettent d'étendre les saisons plus loin dans les mois de froid, puis de les commencer plus tôt aussi, de pas nécessairement attendre le dégel. Fait que ces serres-là, ces technologies-là qui sont somme toute assez simples, ont aussi des défis énergétiques en fait. Là. Fait que c'est à ce niveau-là où on est un peu désavantagé par rapport à d'autres climats. Par contre,
Il reste que c'est en place, tu sais, il y a un mouvement très fort qui est inscrit maintenant et qui devient de plus en plus important. Ouais. Est-ce que c'est environnementalement sain de produire plus d'aliments ici? Il y a c'est pas une réponse simple. En fait, moi, j'ai pas la réponse absolue à cette question-là. De mon point de vue, je préfère penser que les légumes qui se rentrent dans mon frigo pour nourrir ma famille pourraient provenir d'une serre hivernale autour de Montréal ou peu importe là autour de la localité, tu sais. Malgré le fait que une serre, c'est des matériaux, il y a un coût énergétique à tout ça. L'énergie utilisée n'est pas nécessairement l'hydroélectricité non plus dans ces serres-là. C'est souvent des serres qui sont fournies au propane, chose qui est pas idéale, mais la technologie d'Hydro-Québec est pas encore là assez, où il y a pas de taux préférentiel pour ces agriculteurs-là. Donc, ils se retournent, ils sont obligés, pour une question de rentabilité de l'entreprise, de se retourner vers des sources d'énergie qui sont moins chères. Mais malgré tout, je préfère penser que mon chou-fleur n'a pas traversé 32 États avant d'arriver dans mon assiette. T'sais. Ouais, il y a une question de transport puis de carburant utilisé quand on parle de chaîne d'approvisionnement. Mais il y a aussi le fait que l'aliment qui a été transporté pendant longtemps est peut-être un peu moins sain quand il arrive à bon port, parce que pendant tout ce temps-là, il a perdu peut-être un peu de sa qualité nutritionnelle. En fait, ça, c'est... En fait, souvent, l'aliment, quand il arrive, malgré tout le long voyage qu'il a fait, il est dans un état impeccable. Et puis, c'est pas normal non plus, parce que... donc, la question se pose même pas, à mon avis. Là. Je veux dire, si le chou-fleur, encore une fois, a traversé... a fait 2500 km avec 3 transits de vannes, de trucks, qui se fait brasser dans sa caisse, avec des changements de température, puis qui arrive sur l'étalage, puis il est encore tout frais, chose qui arrive quand même, parce que quand on regarde les légumes qui sont disponibles dans les étalages, ils sont beaux, même s'ils viennent d'ailleurs, puis ils viennent de loin. Est-ce que c'est normal? Je pense pas. Je pense qu'ils sont traités pour résister justement à ce périple-là. Ben, on n'a pas l'information pour en parler en profondeur, mais moi, ce que j'avais vu, c'est que les aliments, ils ont comme une sélection qui est faite, une genre de pression, d'évolution. On organise pas on organise, mais on fait des aliments qui sont faits pour durer plus longtemps. Pour justement, parce que on peut faire tirer plus de profit d'un aliment qu'on peut vendre plus loin, qui dépérit pas immédiatement. Mais ces aliments-là sont souvent moins nutritifs que ce qu'il y avait avant, comme je pense que les tomates heirloom sont souvent comme plus nutritionnelles que les tomates qu'on va acheter, qui ont évolué pour le transport à long terme. Oui, ben, tout à fait. Là, mais je pense que chaque manipulation génétique qui est faite pour augmenter la rentabilité puis le rendement de la culture, de la cueillette, puis du transport, chaque fois qu'on fait une intervention, il y a nécessairement une conséquence, un impact là, sur... on choisit une tomate avec moins d'eau, qui a besoin de moins d'eau, puis éventuellement, il va y avoir des répercussions sur la qualité de l'aliment. Donc, ça veut dire avoir des aliments qui sont de meilleure qualité dans notre assiette? Directement. Est-ce que il y a quelque chose de... Est-ce qu'il y a des normes gouvernementales qui affectent ça? C'est-à-dire? Est-ce que qui affecte la qualité des aliments? Ben, il y a des normes gouvernementales, en fait, par rapport à l'importation, en fait, c'est le côté fédéral qui s'occupe de ça, là, pour tout ce qui rentre au pays, qui traverse les frontières. Entre les provinces, il y a beaucoup d'échanges commerciaux aussi, mais il n'y a pas nécessairement de normes, là. Les normes sont établies, encore une fois, par le fédéral, là. Mais par rapport à la qualité, non, je pense que
à partir du moment où une tomate pourrait être complètement vide de nutriments, mais si elle correspond aux critères de salubrité, si on veut, elle va pouvoir passer les frontières. Puis produire nos aliments comme chez nous, c'est économiquement intéressant? Ben, en tout point. Hein. En tout point, c'est intéressant économiquement parce que bon, là, évidemment, on a des enjeux de pénurie de main-d'œuvre qui vont se résoudre un jour, là, mais de faire travailler des gens d'ici, ben, c'est un impact sur le taux de chômage directement. Et puis ensuite, c'est sûr que si on est capable de réduire la distance de transport entre le champ puis l'assiette, ben il y a des coûts de transport qui sont plus là. Donc, on peut tout de suite penser que le prix de vente de l'aliment va être en conséquence de cette distance-là. Donc, oui, il y a des enjeux économiques intéressants en tout point. C'est quoi les obstacles qu'on fait face quand on veut faire, mettons, de l'autonomie alimentaire? Bon, ben, il y en a plusieurs. Justement, déjà, il y a le climat dont on parlait tantôt. Hein. Il y a quand même des grands défis climatiques au Québec. Là. Les hivers sont de plus en plus inégaux. Les étés sont de plus en plus chauds. Donc, oui, tu sais, quand on parle d'autonomie alimentaire, on parle d'agriculture, puis on parle d'élevage, principalement au niveau de la production. Donc, c'est sûr qu'un été de sécheresse va avoir un impact sur la quantité d'importation dont on va avoir besoin pour subvenir aux besoins. Donc, là, il y a aussi des enjeux techniques à avoir au niveau de l'irrigation des champs. On a aussi l'hiver. On est au Québec. Puis, il y a aussi la distance. Tu sais, les terres disponibles sont de plus en plus rares parce qu'il y a un étalement urbain qui s'est fait sur des terres riches. Donc, l'agriculture s'éloigne de plus en plus des grands centres. Et puis, il y a aussi la compétition. Tu sais, on peut penser que des méga compagnies de coop, en fait, américaines ou peu importe là, d'où, qui vont essayer de contrer justement puis de garder leur part de marché qu'ils ont ici au Québec. Donc, on peut penser qu'on va avoir une compétition très féroce à ça. On peut parler aussi des défis techniques puis énergétiques pour les producteurs. Et puis, quels autres obstacles? Les habitudes de consommation des citoyens aussi. Le prix du panier n'arrête pas d'augmenter. Les matières premières subissent une inflation hallucinante. C'est rendu compliqué pour les familles de magasiner puis de faire des achats puis de se faire un panier d'épicerie hebdomadaire qui est sain puis qui est pas cher puis que faut vraiment... ce qui m'amène un petit détail ici, là, faut absolument qu'on puisse réapprendre à cuisiner. On se donne une liberté. Quand on apprend à cuisiner, on devient beaucoup plus libre, en fait. Là. On n'est plus esclave de la recette qu'on a choisie avant d'aller à l'épicerie. On peut se retourner et dire, bon, regarde, je pensais faire des choux-fleurs, puis finalement, je vais faire d'autres choses parce que je sais comment les faire. T'sais. Donc, d'apprendre à cuisiner va être aussi une clé là-dedans parce que effectivement, il y aura une variété différente. Si jamais on décide d'atteindre cette autonomie-là, ce sera pas d'aller choisir parmi des gumbos, des avocats, puis de la citronnelle. Il y a des choses qu'il faut qu'on apprenne à faire pour se sortir d'affaires quand on cuisine. Donc ça aussi, le choix du consommateur, les habitudes de consommation sont aussi un obstacle. Ça, je pense que c'est quand même avec un peu d'éducation puis un peu d'intérêt, on arrive à... Mais de toute façon, on n'aura pas le choix. Le prix des matières premières augmente tellement, même celle des importations, que ça, c'est une parenthèse, là, mais c'est essentiel que les gens apprennent à cuisiner. Oui, c'est ça, parce que si on parle d'autonomie alimentaire, on parle de manger des aliments qui sont en saison aussi. C'est un choix conscient de, en quelque part, peut-être se restreindre à une certaine variété qui est disponible en saison.
Exactement. Mais ça, tu sais, ça devient aussi un plaisir, tu sais, quand on attend impatiemment la saison des fraises puis du maïs, tu sais, il y a quand même un party qui arrive, là, tu sais, quand les fraises du Québec sortent, là, autour de la Saint-Jean, là, maintenant, ça sort beaucoup plus tôt que ça, là, mais avant, quand on était jeune, là, tu sais, je me souviens, là, les premiers desserts de bol de sucre avec un filet de crème, avec juste des fraises entières du Québec, là, autour de la Saint-Jean, tu sais, c'était incroyable, là, ça, là, tu sais, fait que si on est capable d'aller chercher le même plaisir puis le même émerveillement à chaque nouvelle récolte qui devient disponible, tu sais, ça, c'est cool. Ce qui m'amène aussi à un autre point, c'est que les agriculteurs maintenant fonctionnent beaucoup avec des rotations. Donc, en compagnonnage puis avec des rotations. Donc, on peut aller chercher maintenant 2-3 récoltes de plus annuellement grâce à ces rotations-là, qui sont en fait de prévoir les semis pour pouvoir faire justement décaler des récoltes pour être capable de planter d'autres choses, en fait, entre entre deux rangs de fenouil, on va planter des laitues, on va planter des carottes. Fait que quand on va avoir récolté les carottes, la deuxième batch de fenouil va être prête. Fait que, tu sais, c'est ça un peu le concept de la rotation. Puis pour atteindre ça, l'autonomie alimentaire, on va avoir besoin de ressources essentiellement. Toi, tu me parlais que Hydro-Québec, ça pourrait être un facteur important dans nos capacités à produire. Oui, ben j'ai compris qu'Hydro-Québec était déjà en train de travailler avec justement cette espèce d'agriculture parallèle-là, là, avec ces gens-là, pour trouver une façon de s'entendre, j'imagine, au niveau de tarifs préférentiels ou de développer des serres qui sont plus efficaces au niveau consommation énergétique. Fait que je sais que il y a déjà un effort qui se fait là. Ben, tu sais, ce dont on a besoin pour ça, ben, ça va être des subventions aussi. Ça va être une réponse de la clientèle qui va acheter ces produits-là qui viennent d'ici. Puis ça va être de l'éducation au niveau du choix sur l'étalage. Parce que on va les avoir encore pour encore des dizaines d'années, là. Les légumes qui viennent d'ailleurs, les légumes, les viandes, les légumineuses, les produits transformés. Tu sais, faut arrêter d'acheter des produits qui sont transformés parce que là, on est quasiment sûr à 100% que tout ce qu'il y a dans la boîte ou dans l'emballage vient pas d'ici. Donc ça, faut éliminer ça le plus rapidement possible, là. Ouais, c'est ça. On va avoir sur des emballages justement des trucs comme préparés pour le Canada ou préparés ici, mais avec comme des aliments qui proviennent d'ailleurs. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, exact. Puis tout ça, il y aurait besoin d'un certain soutien gouvernemental quand même. Oui, ça prend une volonté politique là-dedans. Là. Tu sais, je pense aussi que il y a du libre-échange qui se fait, puis il y a du lobbying qui se fait avec justement les lobbies qui représentent différentes factions de toute la chaîne alimentaire. Là. C'est quand même très complexe, tout ce pan-là, parce qu'il y a des gens qui protègent beaucoup leurs exportations aussi. Donc, ça, tu sais, faut faire une transition, tu sais, fait qu'il faut comprendre que peut-être moins d'exportation n'égale pas nécessairement moins de ventes au niveau de ces grands lobbies-là. Il va falloir justement que le politique mette la main à la roue pour supporter peut-être une baisse de rentabilité pendant quelques temps, là, tu sais, parce que c'est un grand changement là, effectivement. Hein. Il y a un exemple récent, je pense, avec le port du Québec. Ouais, c'est l'été dernier avec le port, la volaille aussi, qui ont eu des... Tu sais, il y a des compagnies qui, dans le fond, qui font affaire avec des producteurs, mettons des producteurs aviaires, qui sont responsables d'à peu près 95% de tout ce qui se ramasse dans les frigos, dans les épiceries.
au niveau de la volaille, mettons. Ces usines-là, une après l'autre, ont eu des conflits de travail à l'intérieur de leurs usines. Donc, les usines ont été mises en arrêt. Ce que ça a fait, c'est que les producteurs, eux autres, sont arrivés avec des volailles prêtes à être abattues. Les abattoirs étaient en pause dû au conflit de travail. On a euthanasié à peu près 250 000 volailles en très, très, très peu de temps. Ça met beaucoup de pression sur ces producteurs-là. Ça met beaucoup de pression sur l'offre. Évidemment, ça a fait grimper le prix en flèche. On n'avait pas nécessairement besoin de ça parce que déjà, la base, il y avait des augmentations parce que toute la moulée que ces animaux-là mangent augmente, les tarifs augmentent. Fait non, c'est ça, c'est assez dramatique, là, effectivement. Là, il y a eu des gros enjeux. Fait que peut-être de décentraliser aussi euh, ce bout-là de la chaîne alimentaire, en fait, là, qui est abattage, distribution, de décentraliser ça, puis de rendre ça plus à échelle humaine, pourrait vraiment donner un bon coup de main pour atteindre l'autonomie alimentaire. Ouais, tu m'en parlais justement de l'abattage, qu'il y avait comme des normes strictes. Les normes, d'habitude, on voit ça comme bon, là, mais qu'il y avait des affaires étranges qui se passaient avec ça. Ben oui, en fait, les normes sont là pour s'assurer qu'il n'y ait pas de vache folle, qu'il n'y ait pas de grippe aviaire, qu'il n'y ait pas de listériose, qu'il n'y ait pas de grands problèmes de contamination alimentaire, puis de grandes maladies qui font en sorte qu'on est obligé d'abattre un cheptel au complet. Ces normes-là sont là pour nous protéger, pour protéger la consommation humaine, principalement. Ce qui arrive, c'est que c'est des normes tellement exigeantes qu'il y a en fait pratiquement juste des grandes compagnies avec de grands moyens qui sont capables de s'y plier à ces normes-là. Donc, des petits abattoirs, il en reste quelques-uns, mais les grands abattoirs qui sont capables d'abattre un volume incroyable sont centralisés vers des centres. Donc, ça nous donne des situations absolument ridicules où tu as des éleveurs bovins dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui sont obligés d'embarquer leurs bœufs sur des trailers puis d'envoyer ça à Guelph en Ontario. Puis là, sont abattus là-bas. Puis après ça revient peut-être un peu vers ici, mais dans des centres de distribution. Puis sinon, nous, après ça, on va racheter du bœuf américain ou du bœuf ontarien. Tu sais, donc, il y a quand même du travail à faire à ce niveau-là pour que ce soit un petit peu moins incohérent là, dans la chaîne alimentaire. T'sais. Le concept de chaîne, là, c'est pas une chaîne, il ne peut pas avoir de nœud dans une chaîne. Faut que ça roule. Donc là, dans ce niveau-là, il y a quand même des choses qui accrochent. Là. Ouais, c'est ça. Tu me disais qu'il y a juste les majors qui peuvent répondre aux normes. Fait que ça enlève beaucoup de compétition ou ça heurte les petits producteurs aussi. Ben oui, c'est ça. Ben tu sais, il y a aussi ben c'est ça, ça devient pratiquement impossible pour les petits producteurs de faire abattre dans leur région. Et puis ça les décourage. Puis ce que ça fait en fait, c'est que la diversité des espèces qui sont élevées est en train de tranquillement un peu devenir le paysage est en train de devenir pas mal monochrome dans le sens où on va faire de la poule puis du bœuf puis du cochon puis le reste on va un peu oublier le canard, le lapin, le veau commence à être compliqué aussi un peu ouais, voilà. Ouais, c'est ça. On parlait au début, avant de faire l'entrevue, on parlait de comme conceptualiser l'élevage, comme genre minimiser les pertes, puis comme que l'alimentation, en fait que l'élevage c'est un exercice de rentabilité plus que n'importe quoi d'autre. Mais je pense qu'on peut étendre ça à l'alimentation au complet. Absolument. Ouais. Et l'idée c'est pas d'avoir, mettons, le plus de meilleurs produits possibles, c'est de faire des profits. Ben oui, les compagnies qui sont derrière ça, ils ont une intention de profit là, qui dit que la majorité de leurs décisions, là, tu sais, ils vont choisir où ils vont acheter des champs pour planter du canola ou du soya ou
Puis, ben, tu sais, c'est peut-être pas nécessairement ce que ce territoire-là aurait eu de besoin, puis ça va prendre des années à ramener une biodiversité après que le sol soit complètement appauvri une fois que la compagnie s'en va. C'est sûr qu'une compagnie qui fait du jus de canneberge va vouloir avoir ses propres champs de canneberge, puis bon, ben, inonder des secteurs entiers, puis tu sais, c'est ça, là. Effectivement, on est plusieurs milliards sur la planète, puis il faut nourrir en tout cas, tout le monde. Moi, tu me disais que la monoculture, c'est un gros obstacle aussi à l'autonomie alimentaire. À l'autonomie, ben, la monoculture est un obstacle incroyable là, à l'autonomie alimentaire, dans le sens où c'est pas très utile d'avoir des champs qui sont dédiés exclusivement à la culture du canola, alors qu'une fois récolté, on va l'exporter. Là. Donc, non, c'est des grands espaces avec des terres très riches qui sont un peu mis au profit des compagnies qui les possèdent. Donc, l'autonomie alimentaire, c'est un problème qui est quand même assez gros, assez complexe. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire en tant que citoyen pour aider à promouvoir ça? Est-ce qu'il y a des affaires qu'on peut acheter ou des gens à qui on peut écrire ou des projets qu'on peut supporter? Ben déjà, on peut penser que d'acheter ses tomates au mois de septembre pour faire son coulis de tomates, puis le mettre en conserve pour le conserver pendant tout l'hiver. Quand on a de l'espace à la maison, ce qui est pas possible pour tout le monde, là, mais c'est ça, de se faire beaucoup de conserves pendant les récoltes, de jardiner soi-même, ça peut aider beaucoup. Ensuite, ben, c'est d'aller acheter directement chez les producteurs. Dans les marchés publics, dans les marchés d'alimentation publique, il y a les deux, t'as des bannières, en fait, qui vendent un paquet de produits de différents, mais ça, c'est pas nécessairement le maraîcher lui-même qui vend ses légumes. Donc, d'essayer de trouver ces kiosques-là, de demander aux personnes, là, quand ils sont devant, si c'est un producteur ou si c'est une bannière, va vous donner l'indication nécessaire. C'est ça. Le choix des aliments reste essentiel. Puis tant qu'il y en a disponible, c'est de choisir ceux-là. Après, il y a une question de portefeuille ça, c'est une question qui appartient à tous et chacun. Est-ce que justement des aliments qu'on peut choisir qui sont faits ici et qui vont comme aider? Ben oui, effectivement, là, on peut parler de champignons, là. La saison des champignons commence assez tôt au printemps avec certaines variétés, puis s'étend jusqu'à l'automne avec des nouvelles variétés. Les produits de la pêche, on a quand même une panoplie de poissons dans le fleuve avec des façons de pêcher qui est plutôt durable. On a de la viande aussi, on a nos légumes de saison, nos fruits de saison. Je pense que il y a tout un catalogue d'aliments qui vient d'ici qui va dans ce sens-là, dans une idée d'autonomie alimentaire. Ouais. Ben c'est bon, on va aller chercher ces aliments-là puis on va en consommer. Merci beaucoup, Bert. Grand plaisir.